On a vu à Jasper, aussi à Yellowknife, si une ville est complètement évacuée, on n'est plus un hôpital, des pharmacies, même les personnels médicaux pour rendre les services aux populations et aux gens. Pour la santé mentale de nos patients, le côté environnement est tellement important. On vient d'entendre les docteurs Stéphanie Thom et Elisabeth Hazel. Stéphanie Thom est la vice-présidente de la Société canadienne de rhumatologie. Sa pratique porte principalement sur l'arthrite inflammatoire et les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques. Dr Hazel est pour sa part professeure associée au département de médecine de l'Université McGill. Elle est présidente du comité de l'éducation de la Société canadienne de rhumatologie. Elles sont nos invitées pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le Dr Hugues Chamard. Je suis rhumatologue et professeur agrégé au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce nouvel épisode en français d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir les docteurs Stéphanie Thom et Elisabeth Hazel pour une discussion sur la santé planétaire. Bienvenue à Autour de la rhumato. Donc pour commencer, Dr Thom, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé planétaire? Oui, merci de nous recevoir. C'est un peu par hasard, il y a 3 ans, c'est pendant mon congé maternité. J'étais fatiguée physiquement, bien sûr, mais avec un bébé chaque jour, tous les jours, même il est très mignon, je m'ennuyais intellectuellement. Donc, j'ai inscrit à un cours en ligne, c'est créé par Cascades et l'Association médicale canadienne. Et le nom de le cours en anglais, c'est Sustainable Health Systems. Et le mot sustainable, il y a moins de deux interprétations en anglais. Il y a un sens économique, par exemple, un modèle viable, mais il y a aussi un sens écologique, par exemple, un modèle durable. Et parce que j'étais très très fatiguée et je me suis trompée, je pense que c'est un cours économique, mais finalement c'est un cours environnemental et j'ai appris beaucoup de choses. Et les choses que j'étais très très étonnée, c'est que il y a l'idée, il y a un emprunt carbone pour notre domaine de santé et notre emprunt est plus élevé que le secteur de l'aviation. Et pour moi, c'est dingue parce qu'on toujours dit pour l'environnement, prends moins de vol, prends un bus ou un train. Mais l'idée, c'est ma vie professionnelle. On peut faire un peu d'impact. C'est aussi m'inspire pour essayer de faire quelque chose. Parce que comme tout le monde, je toujours pense à l'environnement, c'est quelque chose qui est très complexe, trop compliqué. Donc, petit à petit, je parlais avec mes collègues. J'ai le lien avec l'Association de rhumatologie de Ontario et du Canada. Et finalement, on a créé un groupe de travail et a publié un guide complet il y a quelques mois pour donner les conseils comment on peut faire des choix écologiques dans nos hôpitaux et nos cliniques. Ok, c'est vraiment intéressant. Et vous, docteur Hazel, comment êtes-vous venu à vous intéresser à la santé planétaire? Bonjour et merci de nous avoir accueillis ici. Moi aussi, c'était un petit voyage vers cette idée-là. Moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Floride en zoologie et tout de suite, j'étais très, très intéressée par les animaux menacés, je pense, c'est le bon mot. Et depuis ce temps-là, j'étais très, très intéressée par les changements planétaires, le changement climatique. Et personnellement, j'ai fait des petits changements dans ma vie, petit à petit, pour essayer de protéger la planète pour mes enfants. Et maintenant, j'ai des jeunes adultes comme enfants et eux autres, leur génération, c'est tellement important de protéger la planète pour eux, pour peut-être dans le futur, mes petits-enfants aussi. Puis c'est ça, c'est un voyage depuis des décennies pour moi que c'est important. OK. Puis peut-être que je retournerai la question vers Dr Thom. Pouvez-vous nous définir un peu c'est quoi la santé planétaire?
Oui, il y a un terme, c'est une approche, comment on peut respecter l'environnement. Il y a un peu d'ambiguïté avec ce terme aussi, mais pour nous, c'est pour parler comment on peut avoir les soins de santé durable. Donc, la priorité, c'est toujours les patients, nos services, mais aussi l'idée, on peut faire les choix plus écologiques. Et en général, on peut faire l'économie comme ça. Donc, c'est une approche comment on peut trouver les solutions pour avoir les solutions durables, mais aussi garder notre mode de vie et diminuer les impacts d'activités humaines négatives sur l'environnement. OK. Et pouvez-vous nous décrire le lien entre la santé humaine et la santé de notre planète? Oui, il y a beaucoup de liens et les choses directes, par exemple avec malheureusement avec le fumée de feux de forêt chaque année au Canada, il y a le lien avec les risques d'augmenter, de développer, aggraver ou même les décès prématurés pour les gens avec les maladies pulmonaires comme l'asthme. Mais il y a aussi les risques pour les systèmes de santé. Par exemple, on a vu à Jasper et aussi à Yellowknife, si une ville est complètement évacuée, on n'est plus un hôpital, les pharmacies, même les personnels médicaux pour rendre les services aux populations et aux gens. Donc, il y a deux côtés. Les risques pour les maladies, pour les humains, mais aussi les risques pour les systèmes de santé. OK, c'est bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Isol? Pour la santé, mentale de nos patients, le côté, environnement est tellement important. Juste d'être capable d'avoir accès aux espaces verts, on sait que il y a un bénéfice sur la santé mentale, l'anxiété, la dépression et d'autres choses et il y a beaucoup de personnes qui vivent, dans les communautés où ils ont beaucoup moins d'accès à ces endroits-là. C'est vrai, puis je pense que c'est quelque chose qui est une préoccupation qu'on sent de plus en plus dans la population. Donc, comment les pratiques cliniques peuvent être adaptées pour réduire les impacts environnementaux? Oui, donc deux quarts de notre emprunt carbone pour le domaine de santé, ça vient de la chaîne de approvisionnement. Donc les produits, les matériaux, les médicaments utilisés et beaucoup de choses de usage unique dans notre vie quotidienne professionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses on peut essayer pour diminuer. Les choses, par exemple, les rouleaux de papier pour les tables d'examen. On sait après la pandémie, si on a besoin de désinfecter une surface, on a besoin d'utiliser une solution alcool, mais le papier ne sert à rien pour protéger les patients. Il y a des études qui disent que les patients touchent les bords de la table et la surface, on ne couvre pas avec le papier. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. On ne sauve pas la planète pour éliminer le rouleau de papier. Mais ça, c'est un exemple concret qu'on peut penser comment rendre le service, et comment on peut, par exemple, l'idée de prescription. Si on peut arriver à un diagnostic d'une façon la plus efficace, si on peut éliminer certains médicaments, par exemple pour réduire ou arrêter le inhibiteur de pompe de protons, si les patients finissent avec le prednisone et autres médicaments, on peut diminuer les petits pas qui produire l'empreinte carbone pour la santé. OK. Et c'est quoi les principaux défis environnementaux auxquels les professionnels de la santé sont confrontés aujourd'hui, selon vous? Pour moi, il y a les risques pour les maladies. Donc, il y a beaucoup les risques et beaucoup les études. On parle de les risques pulmonaires, de cardiaques. Aussi, les gens sont hospitalisés avec les différentes maladies. Aussi, il y a des choses, par exemple, les maladies infectieuses, parce que le tic, les moustiques, il y a ce côté-là. Mais il y a aussi comment on peut protéger nos hôpitaux, nos cliniques, parce qu'avec les différentes régions, il y a des risques différents aussi. Par exemple, il y a certaines régions, il y a beaucoup de feux de forêt chaque année, mais pour les autres régions, il y a beaucoup de risques d'inondation. Donc, s'il n'y a pas un hôpital, on ne peut pas accéder de nos cliniques, on ne peut pas rendre le traitement pour les patients et pour les situations pendant une crise, mais aussi comment on peut recommencer le service. Donc, il y a différents risques dans différentes régions.
Non, c'est vraiment clair. Et pour vous, docteur Hazel, quelles sont les stratégies pour une prescription plus durable en rhumatologie? Puis, souvent, on pense que les traitements les plus importants, que nous prescrivons sont les médicaments. Pourtant, c'est très important de penser aux approches non médicamenteuses telles que les orthèses, les exercices, et de parler aux patients selon les changements de mode de vie. Parce que souvent, ces choses-là sont plus bénéfiques, plus durables et ces interventions ont l'avantage de favoriser l'autonomie de nos patients. De plus, des fois, on prescrit des médicaments, comme Stéphanie a dit, qui offrent peut-être moins de soulagement ou moins de protection. Et tous les médicaments on reste à avoir des effets secondaires avec. Le déprescription, c'est pas juste moins de pilules pour nos patients, il y a un impact positif sur l'environnement parce que de toute étape, on réduit la fabrication, le traitement, transport, et dans les pharmacies aussi. Puis, comme Stéphanie a dit, juste une petite chose comme arrêter un seul médicament, ça peut avoir un impact sur l'environnement à plusieurs différentes étapes. Puis, est-ce qu'il y a des médicaments que vous voyez qui sont utilisés ou qui devraient être prescrits plus fréquemment en rhumatologie? On a certains médicaments qu'on utilise comme Lyrica, qui été jamais prouvé dans notre domaine d'être très, très efficace. Un autre, comme nos patients qui viennent avec des mal de dos, on sait qu'il n'y a aucun médicament qui était vraiment prouvé pour aider. C'est beaucoup plus que la physiothérapie, les autres choses qui va aider. Des fois aussi, on a nos patients qui n'ont pas de médecin de famille et on a la tendance à juste represcrire les médicaments que d'autres médecins ont prescrits sans penser pour chaque médicament, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça sert à quoi? C'est quoi les indications et tout ça? Non, c'est vrai, c'est vraiment un bon commentaire, surtout avec tous les patients qui n'ont pas de médecin de famille, c'est vraiment un fléau qu'on voit dans notre système de santé. Donc, comment vous intégreriez les principes de durabilité dans la formation des futurs professionnels de la santé? Puis, moi, dans mon rôle d'éducation, ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que c'est pas juste moi, c'est, de tout niveau, ils ont valorisé, à l'enseignement des pratiques médicales. La Collège Royal a ajouté, la santé planétaire aux compétences fondamentales CAN-MEDS. Et ça nous dit à toute la population que pour être un médecin compétent, il faut connaître, c'est quoi, pratiquer la santé planétaire. Hem, Beaucoup de nos maladies rhumatismales, comme Stéphanie a dit, sont aggravées par la pollution et le domaine de santé est coupable, parce qu'on produit un taux trop, trop élevé de pollution. Puis c'est très important de montrer à nos stagiaires et à nos patients que le respect de l'environnement, hem, et juste entraîner ces petits changements mis ensemble, peuvent avoir un impact important. Hem Et que c'est important que, on ne traite pas les maladies, on traite nos patients et il faut, personnaliser le traitement de chaque patient selon sa situation, et que de connaître que chaque patient vit dans son propre environnement aussi. Je pense que si nous, comme, médecins, on a des comportements exemplaires, même si c'est juste qu'on prend notre bicyclette au travail, la promotion d'activités physiques, on peut prescrire, une marche dans la nature, au lieu des antidépresseurs. On peut montrer, aux patients que nous autres, on fait des efforts pour respecter la planète. Je pense que c'est d'être un role model comme ça qui va aider avec la prochaine génération.
Donc, vous nous dites qu'il faut prêcher par l'exemple. Je pense que Oui. c'est un bon début. Et vous, Docteur Tom, quels outils ou ressources recommanderiez-vous pour sensibiliser les équipes médicales à la santé planétaire? Oui, je recommandais l'organisme Cascades. C'est une collaboration entre les universités et les groupes de recherche. Il y a beaucoup de ressources, les guides, aussi les vidéos, les ateliers, les cours en ligne pour comment on peut faire les actions climatiques dans les domaines de santé. Donc pour moi, je travaille dans le domaine de rhumatologie, donc je utilise créer les guides pour les rhumatologues et aussi notre communauté parce qu'on travaille dans l'équipe. Mais il y a les autres médecins avec d'autres spécialités qui font leur guide aussi. Donc pour nous, on utilise rhumatologie comme un exemple pour promouvoir les efforts dans chaque spécialité. Parce que si chaque spécialité peut trouver, utilise leurs connaissances et peut donner des conseils qui est plus pratiques et avec les détails pour chaque équipe, ça c'est mieux et c'est plus facile pour promouvoir certaines idées et partager les idées aussi. Parce que si je présentais pour des surgeons, je pense que c'est pas trop mes idées. Donc, c'est les idées, on peut trouver l'équipe et aussi partager l'exemple, les idées entre les spécialités aussi. Mais Cascades est une ressource. Aussi, l'Association médicale canadienne a créé les projets pour ces sujets aussi. Pour nous, avec la Société canadienne de rhumatologie, on a déjà fait un atelier, aussi on fait ces balados pour communiquer cette idée. OK, c'est bien. Et bon, Dr. Tom nous a déjà parlé qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites, par exemple, réduire les rouleaux de papier. Mais est-ce que, Dr. Rezol, est-ce que vous avez d'autres exemples de comment on peut faire pour réduire l'utilisation de produits à usage unique sans compromettre la sécurité des soins qu'on offre à nos patients? Am, c'est vrai que, ces rouleaux de papier, c'est un bon exemple parce que, c'est quelque chose que, on a arrêté d'utiliser pendant la pandémie, et c'est là on a vu que et on a regardé la littérature et on a vu qu'il y avait vraiment pas d'évidence que, ça protège nos patients. C'est un peu la même chose avec la porte de gants. Il y a des situations où c'est tellement important de porter les gants, mais beaucoup de temps, un bon lavage de mains est suffisante et que c'est pas important de porter, des gants. Un autre exemple, dans notre hôpital, c'est arrivé pendant la pandémie, heu, on a changé des robes, protectrices dans les salles où les patients étaient atteints de, MRSA, les infections, de staphylocoque. De sarment. Oui, merci. Hem et on a changé pour, des robes lavables et il y a aucune raison que ces choses-là ne peuvent pas continuer après la pandémie. OK. Puisque vous pensez que c'est des choses qui peuvent être appliquées dans d'autres hôpitaux? Est-ce qu'il y a des barrières que vous voyez? Puis souvent, une des barrières, c'est, le coût initial. On sait que, des produits à usage unique, au fil de temps, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais, d'avoir des produits qui sont lavables, ou qui peut être utilisés à plusieurs reprises, ça prend un peu d'argent, au début pour avoir le service de lavage et tout ça et des fois, ça, c'est, un problème avec la façon que nos hôpitaux sont financiers, que, ils ont pas, l'option de payer en avant pour sauver l'argent et la planète, dans le futur. Donc, il y a quand même des actions probablement plus politiques qu'il va falloir qu'ils soient faits, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Et vous, docteur Tom, comment encouragez-vous une culture de durabilité au sein des équipes médicales qui sont autour de vous?
Oui, j'ai toujours utilisé les messages économiques parce que si on ne peut pas expliquer pourquoi on peut faire des économies avec certains gestes, c'est très difficile pour le leadership ou même une équipe pour commencer les changements. Donc, c'est important pour créer une équipe pour les gens qui intéressent à ces sujets et trouver même un ou deux actions parce que si il y a beaucoup de choses on peut faire, mais certaines qui prennent plus l'effort que les autres ou prennent plus les ressources. Donc, c'est pour commencer, c'est quoi les situations? C'est quoi le problème? Trouver le problème, trouver c'est quoi les actions et trouver c'est quoi la capacité de l'équipe et s'il y a besoin d'autres ressources. Mais en général, si on peut dire en faire une certaine action, on peut faire de l'économie et avec ça, on peut utiliser les ressources pour les autres services plus pertinents pour les patients. Ça, c'est toujours une façon pour avoir l'intérêt et aussi les gens pour commencer ou soutenir un projet. Peut-être c'est un peu un avis cynique, mais je trouve que c'est très pratique. Parfois les gens, il y a beaucoup les gens qui n'aiment pas beaucoup les capacités parce qu'il y a trop de travail. Donc, pour demander pourquoi faire un autre projet, mais on ne présente pas comme un nouveau sujet. C'est pour présenter comment on peut faire et rendre les services, les traitements plus efficaces avec les moins étapes. Et comme ça, on peut aussi faire les gestes écologiques. Mais finalement, c'est une culture de sécurité, de la culture de santé et aussi comment les gens ont toujours demandé à nous comment on fait plus avec moins. On continue avec ce message, mais c'est aussi les gestes écologiques. On peut faire tout en même temps. Oui, définitivement. Puis, quel message vous aimeriez transmettre aux auditeurs qui souhaitent s'engager dans des soins de santé durable? Est-ce qu'il y a des messages clés pour eux? Oui, et l'important, c'est toujours la passion. Donc, il y a l'idée, le triple bilingue, le triple résultat. On peut protéger les systèmes de santé et les patients et aussi faire des économies et c'est aussi les gestes écologiques. Donc, chaque clinique ou chaque équipe fait les petits gestes, même un ou deux changements collectifs, on peut faire un impact plus grand pour notre secteur. Et vous, Dr. Hazel, est-ce qu'il y a des messages que vous aimeriez transmettre aux auditeurs? Protéger la planète, c'est un peu comme donner un vaccin à nos patients. C'est quelque chose que peut-être les gens aiment pas être piqués, mais à long terme, c'est le bénéfice à tous d'être protégés des choses dans le futur. Bien, merci beaucoup, Dr. Tom, Dr. Hazel. C'est ce qui conclut cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour de futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info@commercialroom.ca ou contactez-nous sur X, anciennement Twitter. Notre nom d'utilisateur est @crashroom. Autour de la rhumato est produit par Jean-Sébastien Marié, David McGuffin, le Dr. Dax Ramsey et Erin Stewart. Nous tenons à remercier les comités de communication et le personnel à la SCR pour leur travail. Merci également au Collège des médecins et des chirurgiens du Canada et à Choisir avec soin pour leur appui à la réalisation de ce balado. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Je suis Hugues Allard-Chamard. Merci d'avoir été à l'écoute.